Je retrouve le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Stephen Guilbeault. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Dans son nouveau rapport, le GIEC calcule aussi qu'il faudrait laisser jusqu'à 5 000 milliards de dollars de combustibles fossiles dans le sol pour éviter une catastrophe climatique. Est-ce que le temps est venu pour le Canada de cesser d'exploiter davantage les combustibles fossiles et retirer des projets comme celui de Baie-du-Nord, par exemple? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse dans votre question. Lorsqu'on regarde le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié juste avant la conférence sur les changements climatiques en novembre dernier, on nous dit qu'on va passer d'un monde où on produit aujourd'hui autour de 100 millions de barils de pétrole à un monde en 2050 où nous n'en produirons plus que 25. Donc, une diminution de 75 et le GIEC reconnaît ça également. Alors, dans un cas comme dans l'autre, il est clair que nous allons devoir réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Et c'est exactement ce que le plan que j'ai présenté la semaine dernière propose. Donc, un parc de voitures qui électriques ou hydrogène à 100% sans émissions d'ici 2035. Un réseau électrique canadien carboneutre d'ici 2035 également. Une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz, plus que ce secteur-là n'a jamais fait en termes de réduction d'émissions. Donc, nous sommes inspirés évidemment de la science du GIEC pour faire ce plan-là et de la science évidemment qu'on peut retrouver au Canada. Et pour ce qui est du projet de Baie-du-Nord, évidemment, la réponse, ça sera toujours d'ici 2 semaines, c'est ça? Oui, effectivement, mais Baie-du-Nord, pas Baie-du-Nord, ce que je vous dirais, c'est que dans le plan que nous avons déposé, ce plan-là repose sur plusieurs sources d'informations, notamment le dernier rapport de la Régie de l'énergie du Canada, qui est un régulateur indépendant qui ne relève pas, sur lequel le gouvernement n'a pas de contrôle. Et dans ce rapport-là, la Régie prévoit d'ici 2030 une augmentation de la production de pétrole et de gaz d'ailleurs. Et nous, on a intégré tout ça dans notre plan et on a réussi quand même à démontrer comment on peut arriver à atteindre nos objectifs de 2030 dans différents secteurs, notamment le secteur du pétrole et du gaz. C'est pourquoi, quand mon collègue, le ministre Wilkinson, a annoncé 300 000 barils de pétrole équivalent de plus par jour pour l'Europe, les gens ont dit, est-ce que ça affecte votre plan? Est-ce que ça affecte les objectifs? Pas du tout. C'était prévu dans le plan. Alors, on verra ce qui va se passer avec Baie-du-Nord, mais notre plan n'est pas dépendant de l'arrivée ou non d'un projet pétrolier ou autre dans le contexte canadien. Oui. Sur les subventions à l'industrie pétrolière, le GIEC réclame la fin des subventions au secteur pétrolier pour justement espérer atteindre les cibles de l'accord de Paris. C'est ce que demande aussi le NPD. C'était une promesse électorale. Ouais. Est-ce que le temps est venu pour le Canada d'éliminer toutes les subventions à l'industrie pétrolière? Est-ce qu'on en est là? Absolument. C'est d'ailleurs pourquoi, lors de la dernière campagne électorale, nous avons pris l'engagement de les éliminer 2 ans plus tôt que nos partenaires du G20. Alors, l'engagement pour le G20, c'est de les éliminer d'ici 2025. Nous avons pris l'engagement de le faire d'ici 2023. Vous avez raison de dire que ça fait partie de l'entente avec le NPD également. Alors, moi, je suis confiant qu'on va voir des progrès sur cette question-là au cours des prochains mois au Canada. On va suivre ça. Je vais revenir avec vous sur votre plan de 9 milliards que vous avez annoncé la semaine dernière. On le sait, vous avez fixé un objectif de réduction des gaz à effet de serre moins ambitieux pour les industries pétrolières et gazières par rapport à votre plan général. En fait, c'est 31 par rapport aux 40 pour les secteurs, le plan en général. Pourquoi avoir demandé moins à l'industrie pétrolière et gazière? D'abord, le plan, c'est pas du mur à mur pour chaque secteur. Alors, on a étudié attentivement la possibilité de décarboniser les différents secteurs, les technologies disponibles, les techniques, je pense notamment dans le secteur agricole. Et c'est pour ça que tous les secteurs ont des cibles différentes. Alors, ça va de -1 à -87. Pourquoi? -1 parce que le secteur de l'agriculture, on comprend que ça va prendre des années. On parle de 200 000 entreprises agricoles au pays. Donc, de changer tout ça, ça va être long et on va en faire une partie avant 2030, mais le gros du travail va se faire après 2030. Alors que dans le secteur de l'électricité, on a déjà adopté il y a plusieurs années un projet de loi pour éliminer la production d'électricité à partir du charbon au Canada. Alors ce secteur-là a déjà commencé, a déjà amorcé sa décarbonisation. Donc dans ce cas-là, on arrive à -87 % de réduction d'ici 2030. C'est vrai que le pétrole, c'est -31. C'est moins exigeant que
que le secteur de l'électricité, mais plus exigeant que le transport ou l'agriculture. Et quand on regarde par rapport où sont les compagnies pétrolières aujourd'hui, c'est une réduction de 42 de leurs émissions. Donc, on leur demande d'ici 2030, on est en 2022, de réduire de 42 C'est excessivement ambitieux, mais on pense que c'est réalisable. Bon. En conférence de presse aujourd'hui, vous avez rappelé que les questions de production énergétique sont de compétence provinciale. Hier, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a réagi à votre plan de réduction des gaz à effet de serre présenté la semaine dernière. Il dit, que c'est insensé, il promet de combattre avec tous les moyens possibles. Est-ce que ça va être difficile de réaliser votre plan si ce n'est pas toutes les provinces qui embarquent finalement? Je vous avouerai bien honnêtement que nous devons, hélas, nous battre contre plusieurs provinces canadiennes en matière de lutte au changement climatique. Sur la tarification carbone, on a dû aller jusqu'en Cour suprême, alors que l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario et même le Québec, je dois hélas le déplorer, s'opposaient à ce qu'on puisse faire ça. Nous avons gagné, nous allons de l'avant. L'Alberta poursuit le gouvernement fédéral sur l'évaluation environnementale parce qu'on va avoir un meilleur régime. Nous avons en fait un meilleur régime d'évaluation environnementale. L'Alberta s'y oppose. Le Manitoba s'est opposé à l'application. Donc, ils ne se sont pas opposés au concept de tarification carbone, mais ils se sont opposés à l'application qu'on proposait d'en faire. Ils nous ont poursuivis. Finalement, on a gagné. Ils ont abandonné la poursuite. Mais effectivement, le Canada pourrait faire beaucoup plus si tout le monde décidait de travailler ensemble là-dessus. J'espère que ce sera le cas un jour. Bon, le temps file. Je veux vous entendre sur la taxe sur le carbone dont la hausse de 25 est entrée en vigueur, on le sait, vendredi dans les provinces où elle s'applique. On est en pleine poussée inflationniste. Le prix de l'essence atteint des sommets. Les budgets des ménages canadiens en sont grandement affectés. Les conservateurs aux communes vous accusent d'être irresponsables avec cette hausse. Qu'est-ce que vous répondez aux conservateurs? Trois choses. D'une part, les conservateurs parlent de ça et ne parlent jamais de ce qu'eux feraient dans le cadre de la lutte au changement climatique. Je vous rappelle que les impacts des changements climatiques tuent à chaque année des centaines de personnes au Canada. Que les impacts des changements climatiques coûtent aux Canadiens, aux Canadiennes des milliards de dollars, d'une part. D'autre part, ce que les conservateurs ne vous disent pas non plus, c'est que 95 de la hausse du prix à la pompe est le résultat de ce qui se passe sur les marchés mondiaux avec le pétrole brut et de taxes provinciales et les marges de raffinerie. Alors que la tarification carbone ne contribue que pour 5 de l'augmentation que l'on voit d'une part. Et troisièmement, présentement, 8 familles sur 10 dans les provinces où le programme fédéral s'applique reçoivent plus d'argent du système de la tarification carbone que ce que le système ne leur coûte. Alors, ces familles-là ont plus d'argent dans leur poche grâce à ce qu'on fait au niveau fédéral. Seulement les plus riches en ont pas. Alors moi, que les plus riches en aient pas, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Je pense que notre système est l'un des meilleurs. C'est d'ailleurs le Fonds monétaire international qui dit, écoutez, bien des pays devraient prendre exemple sur le système canadien de tarification du carbone. Et je pense que nous allons continuer d'aller de l'avant avec ce système-là. Ouais. Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Bien. Merci à vous, Esther. Au revoir. Au revoir.